D'abord, cette arrestation, Bingui, alias Le Chat, chef de clan marseillais Yoda, interpellé au Maroc. Qui est cet homme ? D'abord, je voudrais saluer une victoire diplomatique, expliquer cela, parce que c'est avant tout... Prenez le temps de nous le dire. Avant d'être une victoire policière, c'est d'abord une victoire diplomatique. On a, depuis un an environ, 2 individus qui se font la guerre sur Marseille pour un point de deal particulièrement lucratif. Une guerre qui a fait près de 40 morts en un an, alors que les guerres d'autrefois, je rappelle juste un chiffre, la guerre entre Gaëtan Zampa et Francis le Belge il y a 40 ans, ça a fait 40 morts en 20 ans. Donc c'est aussi ça, le nouveau visage du narcotrafic en France. Ce sont des guerres éclairs, ultra-violentes, des individus qui manient la Kalachnikov alors qu'autrefois ils réglaient leur compte au 11-43. Donc on a 2 individus, un qui se faisait surnommer Tic, Mehdi Laribi de son vrai nom, 30 ans, comme Félix Bingui, dit Le Chat, 2 garçons de 30 ans qui en gros sont deux coqs sur un tout petit territoire qui ont décidé à un moment donné de se livrer une guerre à fond, une guerre mortelle, une guerre d'ego aussi, puisque tout avait commencé, il faut le rappeler, par une bagarre à main nue dans une boîte de nuit à Phuket, en Thaïlande, où Félix Bingui, qui était plus costaud, avait eu le dessus sur Tic, sur son adversaire, sur son concurrent, on va dire. Et Mehdi Laribi, donc le Tic en question, qui lui avait déjà fait 10 ans de prison pour avoir tué 3 personnes, pour brûler 3 individus qui le dérangeaient dans sa conquête, on va dire, des territoires sur les quartiers nord de Marseille. Lui n'a pas apprécié d'avoir le dessous. La réplique a été immédiate et ça a duré 1 an. Là, les 2 individus, à un moment donné, se sachant recherchés et identifiés par la police, se sont réfugiés à l'étranger. Et ça aussi, c'est une version moderne, on va dire, contemporaine de ces guerres. C'est-à-dire que Tic, lui, est parti, a priori, selon les informations de la police, en Algérie. Et Félix Bingui, dit Le Chat, qui n'est pas du tout d'origine marocaine, mais qui est un métis franco-centrafricain, lui a décidé de partir au Maroc. Il s'est dit, a priori, c'est vrai, et c'est vrai, le Maroc, ces dernières années, n'a pas beaucoup coopéré avec les forces de police et de justice françaises. Et c'est ce qui a changé. Et c'est ce qui, tout d'un coup... Alors, il faut quand même rappeler que le ministre des Affaires étrangères français est passé par le Maroc il y a quelques semaines, que Emmanuel Macron est attendu prochainement au Maroc et qu'on assiste à une espèce a priori, de résurrection, de renaissance des relations franco-marocaines qui était vraiment d'un froid glacial, tant et si bien que, en gros, aucune information ne circulait et que les attachés de sécurité français au Maroc avaient plutôt tendance à se tourner les pouces face à des individus, face à des policiers marocains qui ne leur répondaient pas beaucoup. Là, changement d'un seul coup, je pense que Félix Bingui ne s'y attendait pas. À la veille du Ramadan, paf, il se fait coffrer. Maintenant, il y a plusieurs phases. Quelles peuvent être les différentes phases ? D'abord, vous nous dites c'était vraiment c'est ces 2 bandes rivales, c'est ces 2 chefs de bandes rivales. Je m'arrête un instant quand même sur le concurrent qui lui doit s'inquiéter au moment où on se parle, j'imagine, parce que l'un va avec l'autre. Absolument, le concurrent est certainement recherché. La justice et la police, c'est normal, restent. Il est vraisemblablement en Algérie, c'est ce que vous nous dites. A priori, il est dans l'Algérie. Les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas non plus extrêmement bonnes en matière de coopération policière. Et de tout temps, comme au Maroc d'ailleurs, un certain nombre de trafiquants qui ont œuvré sur le territoire français se sont réfugiés dans ces pays. Je rappelle quand même que, je veux dire, ce sont des pays où la corruption, je dis pas qu'il n'y a pas de corruption en France. Parce on va y revenir d'ailleurs, parce que ça a été évoqué par le procureur de la République de Marseille. La corruption est relativement institutionnalisée. Et si vous avez beaucoup d'argent, comme c'est le cas de ces trafiquants de stupéfiants, vous achetez en gros la paix en achetant, en soudoyant un certain nombre de fonctionnaires à plus ou moins haut niveau selon votre grade dans le trafic. Frédéric Ploquin, cette arrestation, quelle est la suite ? Est-ce qu'il va être extradé vers la France ? A priori, bon, d'abord, il faut rappeler qu'il est présumé innocent, parce que sinon, on va se faire taper sur les doigts. Ce qui est vrai, puisqu'il n'a pas été condamné. Il est juste soupçonné par la police. Il n'a jamais été condamné, d'ailleurs, par le passé ? Alors, si, c'est quelqu'un qui... Félix Bingui dit Le Chat. Lui, il a commencé par des cambriolages en 1900... Enfin, quand il avait 20 ans. Là, il a 30 ans. Il s'est fait arrêter pour ses cambriolages. Il a fricoté un peu avec le milieu corse. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà une petite envergure, qui a déjà fait de la prison. Là, normalement... On va dire, ça va dépendre aussi de l'attitude des autorités marocaines, mais théoriquement, il est censé être extradé vers la France
prochainement. Enfin, en tout cas, la demande a été faite. S'il est extradé vers la France, il va se retrouver incarcéré en détention provisoire. À partir de là, il va se poser un autre problème que les magistrats marseillais en poste à Marseille connaissent bien parce qu'ils l'ont soulevé récemment devant une commission sénatoriale. C'est-à-dire qu'en gros, en France, dans les prisons, souvent les trafiquants de stupéfiants continuent leurs activités. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va enrayer totalement. Évidemment que c'est un coup dur pour la bande qu'il représentait, qu'il incarnait, la bande des fameux Yoda. Mais en même temps, chacun sait, et surtout les magistrats marseillais aujourd'hui en sont parfaitement conscients, que la prison n'est pas forcément un endroit dont on les coupe du reste de la bande. Et souvent même, les combats, les bagarres se poursuivent à l'intérieur de la prison. Vous avez même des individus qui se font soit raqueter, soit même poinçonner au couteau dans leur propre cellule. Je veux dire, ce sont des choses qui arrivent, d'une part, et vous avez d'autre part les trafiquants qui, à l'aide des réseaux sociaux et des téléphones portables, poursuivent leurs activités depuis derrière les murs, souvent surveillés par la police, mais ça n'empêche pas forcément, ça n'enraye pas forcément la guerre. C'est assez fascinant ce que vous nous racontez quand même, Frédéric Ploquin, de se dire que la prison n'est plus un lieu où on les coupe du reste de la société. Au contraire, les liens continuent à se faire. Je voudrais à ce propos qu'on écoute les propos du procureur de la République de Marseille. Il s'est exprimé devant cette commission d'enquête la semaine dernière. Il était aussi à mon micro sur RMC et il a parlé de mexicanisation du trafic de drogue en France. Écoutez. Il y a une dizaine de jours, un assassinat et une tentative d'assassinat ont trouvé pour siège le centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Donc ça veut dire qu'on est véritablement dans une logique quasiment de mexicanisation, c'est-à-dire on continue à l'intérieur des prisons les guerres qui se produisent à l'extérieur. Donc volontarisme mais grande prudence, car tous les jours il faut continuer à lutter puisque on a l'impression parfois que c'est sans fin. Que c'est sans fin. Là-dessus, je voudrais quand même dire que c'est extrêmement important ce qui vient de se passer, le fait que des magistrats confirment un peu ce que les policiers et que ce que nous, journalistes, avons constaté depuis un certain nombre d'années, avec les mêmes mots, c'est une première. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les policiers n'arrêtaient pas de dénoncer un certain nombre de faits, nous, journalistes, les reprenions, mais là c'est la première fois que des magistrats mettent des mots sur les mots, les vrais mots, c'est-à-dire qu'ils parlent... Et, mexicanisation. Le même procureur a parlé récemment aussi de mafia à propos de la Corse, qui ne s'était pas fait depuis longtemps. Donc à partir du moment où on met des mots sur les événements en matière de criminalité, on se donne les moyens de les traiter. Mexicanisation, bon, il exagère peut-être un peu, mais c'est pour frapper les esprits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a quand même vu cette année l'apparition sur le territoire français de tueurs à gages très jeunes, 17, 18 ans, recrutés sur les réseaux sociaux. Le trafic de stupéfiants engendre des enlèvements, des actes de torture, des assassinats. Deuxièmement. Troisièmement, ce qui rappelle un peu le Mexique. Moi, je connais bien le Mexique. C'est vrai qu'on n'en est pas encore là. Au Mexique, ce ne sont pas des territoires et des quartiers qui appartiennent aux trafiquants. Ce sont des États entiers. Et donc, il y a cette deuxième élément. Le troisième élément, c'est aussi le côté asymétrique dont parle le procureur de Marseille dans la guerre contre la drogue. Il dit, en gros, devant la commission sénatoriale, il a reconnu d'une certaine façon que l'État était parfois plus faible que les forces du mal qu'il combattait. Et c'est un petit peu ce qui se passe au Mexique où les narcotrafiquants forment un véritable État dans l'État. Donc on n'en est pas là, mais on est sur cette voie. Mais il y a une chose que l'on entend, c'est aussi la question de la corruption. Et c'est d'ailleurs un mot qui a été prononcé par le procureur de la République de Marseille et sur lequel je voudrais vous entendre, Frédéric Ploquin. Il a laissé entendre qu'il y avait quelque chose comme une dérive vers une forme de corruption ici, en France, de policiers, une corruption à bas bruit. Oui, alors c'est pas le même niveau qu'au Mexique non plus. Au Mexique, on a des anciens présidents de la République qui ont été soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de stupéfiants. Je rappelle quand même que le Mexique, c'est la plateforme mondiale la plus importante du trafic de drogue entre la Colombie et les États-Unis. Voilà, et ça fait 30 ans que ça dure. Ok. En France, effectivement, cette puissance financière des narcotrafiquants aujourd'hui nous fait peur parce qu'elle permet de corrompre également, comme au Mexique, un certain nombre de fonctionnaires.
56 en 2022 qui auraient été considérés comme mouillés dans cette forme de corruption de basse intensité, comme il dit. Faut quand même rappeler que la très grande majorité des policiers français, à 99%, se battent tous les jours les mains dans le cambouis contre la drogue. Il faut le dire. Une fois qu'on a dit ça, on peut rappeler qu'effectivement, on peut constater qu'effectivement, les trafiquants de stupéfiants n'hésitent plus aujourd'hui à recruter des petites mains dans la police, dans la douane, pourquoi pas, dans la gendarmerie. La tricoche. Enfin, moi, j'avoue humblement et en toute naïveté que je ne connaissais pas ce mot. C'est quoi la tricoche ? La tricoche, c'est une vieille histoire dans la police, sauf que la tricoche, autrefois, elle se faisait. Ça veut dire qu'en gros, on a des policiers qui, depuis leur service, depuis leur bureau, consultent les fichiers pour le compte de X personnes extérieures qui leur donnent un petit billet ou un gros billet. Autrefois, ça se faisait beaucoup, ça s'est fait beaucoup pendant des années à l'intention de détectives qui travaillaient pour des chefs d'entreprise et qui voulaient savoir un certain nombre de choses sur leurs concurrents. Ça s'est fait. Bon, ça a été. Il y a un certain nombre d'affaires, de ripoux qui sont tombés, de commissaires, d'inspecteurs, de gardiens de la paix qui effectivement cumuler, on va dire, des billets de banque pour renseigner comme ça des personnes extérieures. Sauf que là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de petites mains qui, au sein de la police, consultent les fichiers pour le compte de trafiquants de stupéfiants. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, vérifier une plaque d'immatriculation. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les trafiquants de stupéfiants, à un moment donné, ils se disent « on est peut-être suivi par la police, c'est quoi ?» Ils relèvent une plaque. Eux, ils n'ont pas les moyens d'accéder aux fichiers de police. Donc, ils demandent à un policier à l'intérieur de la police. Ils lui donnent un petit billet et ils lui disent « bon, est-ce que tu peux vérifier si cette plaque, elle correspond à qui elle correspond ? Est-ce que c'est un rival, un concurrent ? Ou est-ce que c'est la police ?» À partir de là, le policier, lui, le dernier qui a été arrêté, là, ces jours-ci, dans le Val-de-Marne, lui, je pense qu'il a été recruté tout simplement parce qu'il avait grandi un peu dans les mêmes quartiers que ces trafiquants de stupéfiants. Donc, il y avait déjà une base commune, comme ça se fait avec les dockers du Havre, où il y a une base commune comme ça, où ils se connaissent depuis l'école entre trafiquants et dockers. Là, c'est un peu le même principe. Et quand il a été arrêté, en gros, ce qui a frappé les policiers qui l'ont interrogé, c'est qu'il n'avait visiblement aucune conscience de faire le mal. En gros, il a dit. En gros, il faisait ça. C'est pas très grave. Il faisait ça pour les pour arrondir ses fins de mois. Ça lui a pas paru très grave. Je crois qu'il l'a pas percuté. Alors, soit à l'école, on n'a pas à l'école de police, on n'a pas assez insisté sur ce que ça signifiait que de travailler pour l'ennemi. Soit c'est quelqu'un qui n'avait pas le niveau pour entrer dans la police, soit il est de mauvaise foi. Ouais. Mais en tout cas, c'est relativement inquiétant. Mais je pense que ça en dit long aussi sur le rapport de notre société à la drogue. Je pense qu'il y a une espèce d'accoutumance comme ça à ce qu'est la drogue et que finalement le fait que ce soit les forces du mal qui soient derrière, quelquefois on l'oublie. D'ailleurs, les clients, ceux qui aujourd'hui consomment de la cocaïne, du cannabis à gogo, je rappelle quand même que la cocaïne s'est répandue considérablement dans la société, qu'elle est diffusée énormément. On a eu quand même ces épisodes. Alors, au Sénat, enfin, l'idée que la drogue soit dans le sein des seins de la démocratie institutionnelle établie. Ça signifie qu'elle est partout. Et donc, il y a effectivement la barrière, d'une certaine manière, mentale, politique, à sauter. Et donc, on a des fonctionnaires de police jeunes qui ont souvent l'âge des trafiquants. Par exemple à Cayenne récemment, à l'aéroport de Guyane, porte d'entrée principale de la cocaïne pendant longtemps sur le territoire en métropole. Et récemment ont été arrêtés 10 très jeunes policiers. 10 ADS qui avaient grandi dans les quartiers, encore une fois, de ces trafiquants, qui les connaissaient depuis les bancs de l'école. Et donc un lien et des frontières de plus en plus mouvantes entre les deux. Et eux, aucune barrière morale dans leur respect. Vous avez parlé